façon théorique. Forcément, ce qu'on vous a donné comme enseignement, il va falloir que vous puissiez les manipuler. Jusqu'à la deuxième année, il va falloir les reconnaître. Vous devez être capable de les reconnaître et puis vous devez être capable de les manipuler. Mais avant de les manipuler, il faut bien les connaître. Bien les connaître, ça dit quoi? Ça dit avoir une idée, une bonne connaissance de leurs caractéristiques. Ce qu'on appelle caractéristiques physico-chimiques. Physico-chimique, c'est quoi? En physico-chimique, vous savez bien que on a deux mots, physique et puis chimie. Physique, c'est ce que vous voyez. Donc vous êtes capable de décrire. Si on vous montre par exemple plusieurs poudres, il faut être capable de faire la différence entre par exemple la poudre à base, la poudre d'acide salicylique, ou bien la poudre d'oxyde de zinc, ou bien la poudre de titane, pas titane, ou bien encore, ou bien même le sucre, la poudre à base de sucre. Une poudre sucrée et une poudre salée, vous êtes capable de faire la différence. En ce moment-là, il va falloir connaître leurs propriétés et les caractéristiques physiques et analytiques. Donc, généralement, à la vue seulement, hein, au regard, vous pouvez faire la différence entre certaines poudres. Quand les poudres, par exemple, ont la même couleur, il est difficile de pouvoir faire la différence. C'est en ce moment que vous allez faire appel à vos sens. À d'autres sens, autre que quoi? Autre que la vue, n'est-ce pas? Les poutres nous permettent de faire des gelures, les poutres nous permettent de faire même des pommades. Même des pommades. En ce moment, la poudre devient le principe actif. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec la poudre, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais la poudre, elle vient de l'argile, par exemple. Voilà, l'argile là. Voilà. Comment vous faites avec l'argile? Oui. L'argile, c'est quoi? Ce qu'on appelle le pot. Ça, non? Le kaolin. Quand vous l'avez directement. Là où on parle de séchage, vraiment, c'est quand la matière première est fraîche. À ce moment-là, il faut sécher. Et comment on appelle cette opération-là? On appelle aussi séchage ou dessiccation. Voilà. C'est une opération pharmaceutique qui permet donc d'extraire ce qui est volatile dans ce qui n'est pas volatile. Voilà. Soit volatile, soit non volatile. Voilà. Une fois qu'on a enlevé ce qui est volatile, on essaie donc ce qui est solide. Donc non volatile, il faut une feuille, 2 ou 3 feuilles, tu as. La balance de Robert Van. Alors au niveau des balances, il y a plusieurs types. Hein. Vous devez savoir ça aussi. Hein. Robert Van, balance électronique, il y a quoi, toutes les bûchers. Voilà. Ça aussi, c'est des choses que vous devez savoir. Vous savez, il y a des feuilles sèches, des feuilles fraîches, des feuilles sèches. Alors, donc, voici donc les feuilles. Quelle est la procédure, le mode opératoire? Nous prenons donc les feuilles sèches de Persea americana. Hein? Nous avons pesé, donc on ne les pèse pas, on va d'abord les sécher. On va d'abord les sécher. Où ça? À l'étuve. Donc l'étuve est là. C'est ce qu'on appelle l'étuve ou un dessiccateur. Hein? Voici l'étuve qui est là. Ça apparaît là, c'est un dessiccateur et une étuve. Voici le tube. C'est à l'intérieur de cet appareil là donc que nous allons donc sécher. Voilà. La plante. Voilà. Il y a plusieurs paliers. Hein. Voilà. Donc nous déposons donc la plante fraîche là, hein, la feuille fraîche, dans les tubes. Voilà. Nous refermons et puis on met donc le tube en marche. Donc on va régler ça à une certaine température pour éviter à 50 degrés
Pourquoi 50 degrés? Il ne faut pas mettre une température trop élevée pour éviter que finalement les feuilles ne soient plus des feuilles sèches, qu'elles deviennent des feuilles calcinées. Voilà, donc on met une température assez douce de 50 degrés et petit à petit, tout ce qui est liquide, volatile donc, va disparaître et donc laisser place donc à ce qui est solide, donc non volatile. Et on va obtenir les feuilles sèches qui sont là. Voilà. Sur les feuilles sèches qui sont là, voilà, le Persea americana. C'est ces feuilles sèches là que nous allons peser jusqu'à ce que ça fasse 20 grammes. Ce n'est pas les feuilles fraîches, c'est les feuilles sèches que nous allons peser jusqu'à ce que ça fasse 20 grammes. Une fois que nous avons obtenu donc les 20 grammes de feuilles séchées de Persea americana, on va maintenant passer à quoi? Quelle est l'opération ensuite à faire? Lisez dans votre document. On va les retirer et les laisser pendant 1 heure à l'air libre. Très bien. On va les retirer et les laisser pendant 1 heure à l'air libre. L'air libre, pour que ça refroidisse. Parce que ça a chauffé. Voilà. Que ça refroidisse. Donc 1 heure à l'air libre. Ensuite, après avoir laissé ça 1 heure à l'air libre, même à l'air libre aussi, la dessiccation continue. Hein? Voilà. On continue à l'air libre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dessiccation à l'air libre. C'est la première dessiccation, c'est la plus facile d'ailleurs. C'est ce que nos parents font au village. Hein? Voilà. On prend les plantes, on met ça sur le toit, généralement, ce qu'on fait, et puis bon, on laisse le soleil taper, l'air passe. Donc l'air va donc extraire au bout de 3 ou 4, 5 jours. Devant, c'est un peu plus long. À ce niveau-là, c'est long. Alors qu'avec le tube, en quelques minutes, là, rapidement, allez. Voilà. C'est un peu ça l'inconvénient avec la dessiccation à l'air libre. Voilà. Mais ça a aussi un avantage. Vous devez savoir ça. La dessiccation à l'air libre a un gros avantage. Quel avantage? La dessiccation à l'air libre, quel est son avantage? Oui. Ça permet de garder toute la forme du principe actif. Toute la forme, est-ce que c'est bien toutes les propriétés du principe actif? Parce que l'eau de constitution n'est pas Alors que, si par exemple le principe actif est sensible à la chaleur, la dessiccation à l'air libre sied. Voilà. S'il est sensible à la chaleur, c'est préférable de faire ça à l'air libre. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs techniques. Hein. On n'est pas obligé maintenant de mettre sur le toit et puis attendre 3, 4, 5 jours. Hein. Il y a plusieurs techniques pour préserver donc, les propriétés donc, du principe actif. Voilà. Alors, donc, nous avons donc les feuilles séchées de l'oracée, qu'on appelle ça là, l'oracée, hein, que nous allons donc broyer, n'est-ce pas? On a pesé les 20 grammes. On va donc passer donc, au broyage. Voilà. Donc, le broyage se fait où? Dans le moitié. Hein? On va peser d'abord les feuilles. On a déjà pesé les 20 grammes. Ça a été pesé, les 20 grammes ont été pesés. C'est-à-dire, pour peser 20 grammes sur cet appareil-là, je souhaiterais que quelqu'un vienne manipuler et montre comment on pèse 20 grammes de feuilles ou bien 20 grammes de poudre sur ça. C'est un appareil, c'est une balance électronique. Vous devez tous savoir la manipuler. Alors, la balance électronique est devant vous. Elle a deux façons d'être mise sous tension. Soit on branche à une prise, soit on met des piles. Vous voyez que on a pu brancher à une prise parce qu'il y a un problème au niveau donc de la rallonge, il y a un problème. Donc on a utilisé les piles et je pense que voilà. Voilà. Vous avez pesé vos 20 grammes. Comment vous pesez les 20 grammes? Explique, Bagui. Au lieu de commencer à appuyer là. Explique à tes camarades. Bon, d'abord, pour peser les 20 grammes, il faut d'abord mettre la balance en marche. Et quand on Mise met en marche de la balance. la mise en marche de la balance. Pour mettre la balance en marche, on appuie où? Il y a 3 boutons. On appuie le on. Où c'est écrit on. Et quand on appuie le on, il y a des nombres numériques qui s'affichent. Soit de 0 à 10. Vous remettez la balance à 0. Comment on remet la balance à 0? Il y a deux fonctions. Il y a le CF, il y a le F. 2 fois sur le F et 1 fois sur le CF. La balance revient à 0. Et là, maintenant, on peut peser maintenant le produit.
Vous dites que la balance revient donc à 0. Vous mettez quoi sur la balance ici pour peser? Vous prenez les feuilles directement, vous mettez dessus, vous faites comment? On met les feuilles dans un support. Où est le support? Pour cette balance, ça dépend. Envoyez une feuille de papier. Une feuille de papier, s'il vous plaît. Nous avons séché 20 grammes. C'est déjà pesé 20 grammes. Ou bien même, on va peser les 20 grammes. Et tu dois montrer à tes amis comment peser 20 grammes. Voilà, de poudre. Comme les feuilles sont grandes, vous avez déjà même les casser en petits morceaux. Là encore, on n'est pas au stade de la poudre. Ouais, c'est un morceau grossier. Hein? Voilà, la poudre grossière. Voilà. Alors, vous prenez donc une feuille de papier. On met sur la table. Vous mettez donc sur là. Dès que vous déposez donc la feuille de papier, vous allez voir que la balance déjà va commencer à compter. Ça veut dire que la feuille de papier a une masse. Mais ce n'est pas ça que vous voulez peser. C'est 20 grammes de feuilles séchées que vous voulez peser. C'est ça. Donc en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire ce qu'on appelle tarer. Ils ont tellement tout bien fait que où ils ont mis tar là, c'est là. Quand vous regardez là, où vous avez vu tar là, c'est ça que vous appuyez. Le bouton où il y a tar, c'est pour tarer. Tarer, c'est pour revenir à 0 pour avoir le poids réel, de la poudre. Parce que si vous n'avez pas fait ça, ce que vous allez obtenir comme poids là, c'est le poids de la poudre et de la feuille. En ce moment, ce n'est pas juste. Or, nous voulons le poids réel. 20 grammes, c'est ce que nous voulons. Donc, vous déposez la feuille, vous tarez, vous voyez, ils tarent ici. Quand vous appuyez, ça écrit quoi? Ça doit revenir à 0. C'est en train de revenir à 0. C'est à 0? C'est 0? Oui. Ok. En ce moment, prenez vos sèches et puis vous déposez dessus. On est à combien? 3. Tu as combien? 2,96. Vous mettez jusqu'à ce que vous atteigniez les 20 grammes. Évidemment, on mettra un peu plus de feuilles, bien entendu, pour obtenir 20 grammes. Une fois que vous avez obtenu les 20 grammes, vous enlevez les 20 grammes. Voilà. Vous déposez ça dans votre mortier, tranquillement. C'est 20 grammes de feuilles. Voilà, 20 de feuilles. Séchées dans le Séché, mortier. bien séché, le mortier. Et vous commencez à... Voilà. Généralement, même avant d'arriver à ce stade-là, il y a ce qu'on appelle le concassage. C'est-à-dire que vous allez taper jusqu'à ce que vous obtenez une poudre, mais une poudre grossière. C'est-à-dire qu'en plus petit morceau encore. Voilà, petit grain. En ce moment-là, vous mettez maintenant dans le mortier pour commencer donc à pulvériser. Et quand vous avez fini de pulvériser, vous devez obtenir ça. Une poudre. La pulvérisation, c'est pour arriver au stade de poudre. C'est-à-dire grain très fin. Voilà. Quand vous arrivez à ce stade-là, on parle donc de poudre. Voilà. Ok. Donc, si vous avez obtenu votre poudre, qu'est-ce que vous faites ensuite? Très bien. Vous allez tamiser la poudre. Voilà. Quel est l'intérêt du tamisage? Et ici, le tamis que vous utilisez, c'est un tamis de module 32. Un tamis de module 32. Alors, ça suppose que les tamis ont plusieurs numéros. Voilà. Les tamis ont plusieurs numéros. Il y a un tamis là-bas? On a acheté tout ça, hein? Rien n'est indiqué. Artisanal, donc vous voyez que il nous est difficile donc de savoir le numéro donc, du tamis, le module du tamis. Donc, si vous voulez donc travailler de façon scientifique, vous êtes obligé d'aller dans des magasins appropriés, voilà, qui sont capables de vous donc, donner des tamis avec des numéros de module bien précis. Voilà. Donc, je vous avertis en même temps. Ça, justement, c'est pour la circonstance que, bon, on est parti au marché là prendre ça. Voilà. Sinon, si vous voulez travailler de façon scientifique, si on vous dit de prendre un tamis de module 32,
allez-y dans les structures appropriées, ils vendent ça. Dans la Chine, dès que les constructeurs ils vendent, il y a tous les modules, les niveaux de modules qu'ils vont vous donner. Voilà. Voilà. Donc voici le tamis. Une fois que vous avez fini de pulvériser, il faut tamiser. Quel est l'intérêt donc du tamisage? Pourquoi vous tamisez? Oui. Oui. Déjà obtenu, il y a encore de plus grosses particules dedans. Donc moi je commence à séparer les plus grosses des plus petites particules. Voilà. La pulvérisation pour donner une poudre avec des grains identiques de la même taille. Donc des grains, pour avoir une poudre homogène, il faut que les grains aient la même taille. N'oubliez jamais, c'est l'addition des effets de chaque grain là qui donne l'effet final. Donc il est intéressant que l'activité de chaque grain là soit identique pour qu'au finish on obtienne l'effet recherché. Si vous avez des grains par exemple qui ont des activités du fait de leur taille, c'est sûr qu'au niveau des calculs il va y avoir un problème. C'est pourquoi on fait en fait le tamisage pour obtenir donc des grains de taille identique. Parce que la poudre doit être homogène. Qui est de combien? Ensuite, on a la masse de poudre obtenue qui est là. Voici la masse de poudre séchée. 20 grammes. Quand nous avons fini de manipuler, nous allons obtenir donc une poudre finale qui est là, la poudre obtenue. Donc, il y a la masse initiale qui est la masse de poudre séchée, puis il y a une autre masse qui est la masse, donc, la masse de feuilles séchées, et puis il y a la masse donc, de poudre obtenue. Donc, le rendement va consister donc à faire quoi? À faire un rapport entre quoi et puis quoi? Voilà, ça y va. On prend ça. Poudre obtenue. Voici ici. On pèse. On prend déjà la poudre séchée, sa masse. Donc on fait le rapport masse de poudre obtenue sur masse de poudre séchée. Voilà. 0,75. Et ça fait 75%. Voilà. On fait la manipulation, de sorte qu'au finish, quand vous obtenez la poudre finale, le rendement soit assez bon. Si vous êtes à 80, 85, 90, ça montre que vraiment vous avez travaillé assez sérieusement. Voilà. Il n'y a pas eu trop de déperdition. S'il vous plaît. Ouais. L'intérêt du rendement, c'est pour voir la qualité du travail ou bien pour voir la qualité du principe actif, la quantité du principe actif dans la poudre. Non, on n'a pas encore fait, ça n'a rien à voir avec les propriétés du principe actif ni la qualité du principe actif. Quand vous regardez bien la manip, on ne parle même pas encore même du principe actif. En fait, c'est pour voir justement ce que vous avez obtenu là. C'est pour voir la manipulation qui a été faite. Est-ce que vous avez obtenu extrait suffisamment? Parce que le principe actif se trouve dans la feuille, n'est-ce pas? Qui a une masse initiale. On vous dit qu'on veut une poudre à base de cette plante-là. Donc, vous êtes en train de manipuler, vous allez pulvériser, et puis on constate que vous avez eu un rendement, par exemple, après manipulation de 50%. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que toute la moitié de la feuille là est restée quelque part. C'est là où on vous note là. Pour voir le travail que vous avez fait. Sinon, on sait que président c'est dedans. C'est dans la feuille. Vraiment, on parle de principe actif. Non, non, non. On parle d'une poudre que vous devez préparer. Pour l'instant, c'est la forme physique qu'on regarde. Quelque chose est sec, c'est de façon grossière. C'est là. Et puis on dit qu'il faut faire ça sous forme de poudre. Et tu fais la poudre, tu obtiens pratiquement la moitié de la masse initiale à la fin. Mais l'autre moitié, là, tu as laissé ça où? Forcément, il va y avoir des déperditions. Mais il ne faut pas que les déperditions soient trop élevées. Donc c'est une perte. C'est une perte. Puisqu'on a besoin de cette poudre-là, à l'intérieur de laquelle se trouve donc la substance active. Si toi, tu as laissé 50% de cette poudre-là, quelque part là-bas, parce que tu ne manipules pas bien, c'est qu'il y a un problème au niveau donc, de la manip. Donc il faut les voir. Oui.
Donc, ce qui veut dire que le rendement ici, c'est le taux de perdition par rapport à la manipulation. Non, c'est pas ça le rendement. Le rendement. C'est-à-dire que tu as rendu quoi? C'est-à-dire que tu as rendu quoi après manipulation de ça là? Voilà. On constate que ce que toi tu as rendu là, peut-être ça n'a pas changé, on n'a pas mélangé, on dit une poudre simple. Donc c'est le même truc là seulement que toi on te demande de mettre ça sous forme de poudre. Maintenant tu nous fais la poudre, on pèse ça et puis on voit que la moitié là, c'est resté quelque part dans un billard. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment, où tu as laissé tout ça là? Donc on revient sur ta façon de manipuler. Comment tu as travaillé pour que la moitié de cette plante là reste là? Est-ce que tu n'as pas pulvériser suffisamment? Voilà. Parce que quoi qu'il en soit, on sait qu'il y aura une déperdition. Mais c'est de réduire la déperdition, de fait à obtenir le maximum de, voilà, de matières premières. C'est ça le rendement. C'est comme si par exemple, tu envoies, je ne sais pas comment on appelle, farine de maïs. Hein? Ah mais tu as farine de maïs, tu envoies là sur les gens qui ont, comment vous appelez ça, les machines là, à broyer là. Tu envoies par exemple tes 50 kg de grains de maïs là-bas. Il finit de faire le travail. Et puis bon, il te donne par exemple 25 kg. Il a volé. Sauf si tu ne comprends rien dans le rendement. Il ne peut pas te donner 25 kg de poudre de maïs alors que toi tu lui as donné 50 kg de maïs. Quoi qu'il en soit là, il va avoir des déperditions. Mais il doit faire en sorte que les déperditions soient minimales. Voilà. Voilà. Surtout qu'il a un appareil même assez sophistiqué. Voilà. Il va forcément avoir des déperditions. Sinon, généralement, vous voyez les poudres en bas, quand il y a des poudres en bas. Mais il fait en sorte que dans le rendement, on dépasse même les 80%. Puisque c'est la même matière première. Seulement qu'elle a un plus petit grain. Ça ne change pas. Voilà. Donc souvent, faites attention aussi aux gars. Quand vous avez par exemple des choses aux gens pour écraser ou bien faites attention. Vous pensez que quand c'est sous forme de poudre, ça doit être plus petit. En termes de masse, mais tellement, ça doit être la moitié. Non, non. Donc l'intérêt du rendement, c'est une parfaite, une bonne manipulation de cette à tirer. Il faut en tirer le maximum donc de la feuille sèche. Hein? Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas, depuis la manipulation, essayer de manipuler les feuilles depuis le début pour avoir un rendement pratiquement plus élevé, c'est-à-dire allant jusqu'à 99%. Parce que quand on prend une feuille, il y a les brins, il y a la partie, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas nous demander d'enlever ces brins-là et puis ce qui va rester comme du papier, là, peser ça, avoir les vins, là, pour obtenir la poudre, on n'aura pas assez de débris à jeter. Non, quoi qu'il en soit, hein, ce que tu pèses là, hein, c'est la feuille séchée, n'est-ce pas? Or, la feuille séchée là, si tu enlèves, si tu veux, si tu enlèves ça, ça quand c'est bien, c'est que tu peux enlever. Tu pèses toujours tes 20 grammes, hein. Voilà, quoi qu'il en soit là, que tu aies enlevé ça ou pas, ce que tu vas mettre dans ça là, ça n'a qu'à faire 20 grammes. Maintenant, vers la fin, quand tu vas finir là, tu vas comparer toujours ce que tu as pesé là. Si tu veux, même, il faut découper pour enlever tout ça là. Tu vois, si tu veux, tu découpes tout ça là, tu enlèves, tu laisses ça, non? Mais quand tu vas mettre ici là, ça doit faire 20 grammes. Ce que nous on veut, c'est que quand tu as pesé les 20 grammes de feuilles séchées ici là, au finish, ce que tu vas obtenir là, il faut que ce ne soit pas trop loin des 20 grammes. C'est en ce moment, le rendement est bon. C'est-à-dire que quand c'est un rendement par exemple de 80%, 90%, bon, c'est acceptable. Mais quand ça commence à descendre à atteindre les 50%, c'est tellement flagrant. Non, on ne peut pas accepter ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais 20 grammes de feuilles séchées, et puis un coup, tu obtiens 20 grammes de poudre, et 10 grammes de poudre, à peu près 12 grammes de poudre. Mais les 8 autres grammes, là, c'est parti où? Il n'y a pas eu vent. Vous dites que ouais, le vent va enlever les trucs ici. Voilà. Donc, forcément, c'est qu'il y a une négligence quelque part. Voilà. En ce moment, on revient sur la manip pour voir à quel niveau voilà, il y a une faiblesse. Parce qu'il y a des spatules que tu as utilisées. Vous allez voir, quand dans la pratique, on va vous essayer individuellement, vous allez voir qu'il y en a là même là. La table est déjà sale. C'est-à-dire qu'au moins ils sont en train de triturer là. Tout est déjà plein de poudre là. On ne sait pas comment ils s'arrangent. Au moment où on vous dit donc, prenez la spatule,
La sortie, c'est pour juste arranger un peu à l'intérieur. Voilà. Quand par exemple les poutres sont trop collées sur le rebord du mortier, voilà. Le rôle de la spatule, c'est pour ajuster, recentrer la poudre et puis continuer donc à pulvériser, à triturer. Voilà. Donc, vous allez voir que là, il y en a qui vont travailler déjà, les poudres là sont à terre. Voilà, on verse ça un peu partout. Ça aussi, on observe tout ça et puis bon, on te note quoi. Voilà. Ouais. Et si le rendement dépasse 20 grammes? 20 grammes. C'est-à-dire le rendement dépasse 20 grammes. C'est même pas possible. C'est que tu allais ajouter encore des trucs dedans. Voilà. Et le rendement ne peut jamais dépasser 20 grammes, sauf si toi, à l'initial, tu as pris plus que ce qu'il ne faut. C'est-à-dire que. Voilà. Non, mais oui, tu peux donner des faux chiffres. Monsieur, vous-même, peut-être que la poudre a été contaminée, ça peut être contaminée par quoi? Cette fois, justement, s'il dit 1 degré, c'est quelque chose d'exceptionnel. En ce moment, on va voir au niveau de la manip, est-ce qu'il n'y a pas un élément extérieur qui est venu s'ajouter? Ou bien est-ce que lui-même, il n'a pas, pas trompé au niveau donc, des chiffres? Parce que il faut peser 20 grammes. Et puis, maintenant, tu n'as pas taré. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure là. Il vient par exemple, il dépose ça. Il ne tape pas. Il met les feuilles dessus. Et puis il regarde, ça fait 20 grammes. Ça donne des faux chiffres. Ouais, ça donne des faux chiffres. Donc tout ça, on va revenir pour regarder. Mais je ne pense pas que tu puisses obtenir. Vraiment, c'est de façon exceptionnelle que ce genre de choses apparaissent. Et ce qui arrive généralement, c'est quand par exemple le rendement il est très faible. En ce moment, on sait tout de suite qu'au niveau de la manipulation, il y a eu des déchets. Voilà. Et puis on revient, on te montre un peu comment voilà, tu dois faire. Voilà. Tout ça, pourquoi? C'est-à-dire qu'au niveau de la manipulation, du mode opératoire, tout ça intervient dans l'activité du médicament. Toutes ces choses, comment on appelle ça là? Allez-y, comment c'est là? 6 femmes. À 6 femmes, ils vous en montrent quoi? Ils font quoi? Les formes solides? Monsieur, ils font les formes solides et puis ils font les formes liquides également. Ok, donc vous avez déjà vu comment ils font les formes solides. Depuis la matière première jusqu'au produit fini, est-ce que vous avez vu les différentes étapes? Vous avez vu en fait comment les contrôles s'effectuent. Depuis la matière première, les contrôles sont rigoureux. Rigoureux. C'est-à-dire même que la matière première qui est là, qu'on doit manipuler là, elle passe à un contrôle rigoureux. Vous avez vu ça? N'est-ce pas? Une fois que la matière première a fini d'être contrôlée, on passe à quoi? Une fois que la matière première est contrôlée, on passe maintenant aux différentes étapes. Aux différentes étapes donc, de la préparation. De la préparation. Aux différentes étapes de la préparation ou la production. Voilà. D'abord, la matière première est d'abord est contrôlée par le laboratoire. Le laboratoire effectue un contrôle sur la matière première. Une fois que le laboratoire finit d'effectuer ce contrôle sur la matière première est acheminée à la production. La production ensuite qui fait les différentes étapes de la préparation. Et on a remarqué qu'à chaque étape d'une préparation, il y a un contrôle qui intervient, tant au niveau de la dessiccation et qui essaie de vérifier s'il y a un taux d'humidité dans la matière première. Une fois que cette étape-là est passée, on passe ensuite au niveau du dosage pour voir s'il n'y a pas assez d'éléments qui ont été apportés au sein de la matière première. Ça aussi, le laboratoire intervient également dans cette étape-là. Ensuite, la matière première est acheminée une fois encore au laboratoire qui attend, qui fait des contrôles pour voir s'il n'y a pas des éléments qui se sont ajoutés, comme vous l'avez signifié également sur le rendement, pour voir si les éléments se sont ajoutés. Et une fois que le laboratoire voit que les éléments sont ajoutés, et le laboratoire fait un rapport à la production pour vous dire à la production que dans le travail que vous avez effectué, il y a, comme on appelle, il y a un rendement de plus. Ce qui signifie que votre travail là, il y a un problème. Si le problème n'est pas justifié, ça c'est à votre responsabilité. Donc à chaque fois qu'il y a un travail, le laboratoire intervient. Sans le laboratoire, sans le contrôle, il n'y a pas de production de la matière. Alors, vous voyez, ça au moins c'est des étapes. C'est ce qu'on appelle, il y a plusieurs types de contrôle.
le contrôle donc, de la matière première. Hein. Ensuite, il y a le contrôle en cours de production. Pendant qu'ils sont en train de produire là, il y a différents contrôles qui sont effectués à chaque étape. À chaque étape. Après, il y a le contrôle donc, du produit fini. Vous voyez. Donc, toutes ces étapes-là, 3 étapes, contrôle de la matière première, contrôle en cours d'opération et contrôle du produit fini. Donc, les gens, toutes les étapes sont passées au peigne fin, de sorte que le produit qui va sortir, même va passer donc à un contrôle. Il veut être sûr que ce qui est sorti là répond à quoi? Aux normes. C'est tout. Il veut que ça réponde aux normes. Donc, vous voyez que dans les industries pharmaceutiques, il y a des laboratoires de contrôle, qualité. Donc, avant que ça ne sorte du laboratoire, pour aller peut-être contrôlé par le laboratoire national de la santé publique, eux, ils ont déjà fait leur travail, conformément donc aux normes, aux règles. C'est pourquoi eux-mêmes, leurs industries sont contrôlées par des experts ici. Hein. Les experts viennent pour voir si l'environnement respecte. Ils vont voir s'il y a un laboratoire, ils vont voir le cadre. Il a parlé d'humidité tout à l'heure. Même quand il parlait donc d'augmentation c'est les substances actives dont on parle. On contrôle. Parce que si on constate que la concentration de la substance active en parlant de la fabrication est élevée, le laboratoire va relever ça. Parce qu'il ne faut pas aller donner un produit qui est surdosé. Il ne faut pas dire demain que j'ai produit de l'amoxicilline à 1 gramme, alors que demain on fait le contrôle, on a constaté que l'amoxicilline qui est dans ton truc, dans ta gélule là, c'est à 1,5 g. Donc ça ne répond pas aux normes. Donc eux-mêmes, ils se donnent les moyens de contrôler leurs produits. C'est pourquoi les laboratoires sont là. En ce moment-là, ils sont tranquilles. Quand on ne parle de l'homme, ISO, ISO, c'est pas pour rien. Hein? C'est pas pour rien. Soit vous faites de la qualité, soit vous ne faites pas de la qualité. Surtout que les médicaments sont dangereux. Les médicaments sont dangereux. Si on autorise aujourd'hui les nationaux à ouvrir, à créer des industries pharmaceutiques, il faut qu'eux-mêmes, ils se mettent aussi à la page. Il faut qu'eux-mêmes, ils respectent donc les règles. Voilà. Parce qu'un médicament, vous le savez très bien, on vous l'a déjà dit, une fois qu'il rentre dans ton corps, là, ça fait du bien comme ça fait du mal. C'est préférable que ça fasse plus de bien que de mal. Voilà. Alors, voici pourquoi déjà, nous, à notre niveau ici, sans avoir un laboratoire de contrôle qualité, mais au moins, quand on nous demande de manipuler et de faire une poudre, il faut respecter les différentes étapes et faire ça selon les règles. C'est en cela que avoir une poudre homogène, par exemple, c'est très important. Parce que dans la poudre se trouvent donc des grains. Et chaque grain a une propriété thérapeutique, je veux dire, a une activité thérapeutique. Donc, il faut éviter que les grains soient de différentes tailles. C'est dangereux même. Si vous prenez par exemple l'exemple des produits, des médicaments dont la marge thérapeutique est étroite, ce qu'on appelle un médicament dont la marge thérapeutique est étroite, c'est-à-dire ces produits-là, la différence, la marge entre la dose toxique et puis la dose thérapeutique, c'est très petit. Très petit, c'est très faible. De sorte que ces genres de produits-là, quand vous les faites, il faut respecter, il faut aller avec rigueur. Si vous vous êtes trompé un peu, c'est fini. Le malade est parti. Donc, ce genre de choses-là, généralement, on donne ça à des gens dont on est sûr de la qualité de leur travail. Parce que c'est des choses que vous serez peut-être à manipuler demain. Est-ce que vous savez qu'il y a des PGP qui ont été affectés? Il y a au moins 2 filles que je connais qui ont été affectées au sujet de Cocody là. Il y a un institut où ils font uniquement que les préparations. Un docteur MIT, un pharmacien. Il y a 2 filles qui sont là-bas aujourd'hui. Elles font uniquement que les préparations. Et vous disiez ici toujours, il dit il y a des choses, on va vous affecter dans des endroits, vous allez avoir honte si vous ne prenez pas au sérieux ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, elles sont contentes. Habillées, et puis il y a une autre encore là. Elles sont contentes, elles font uniquement que les préparations. Ce n'est pas une affaire de dire que c'est ce qu'ils font là-bas uniquement. Alors, si vous n'êtes pas pointu dans votre travail, vous comprendrez que là-bas, là-haut, ça se très vite. Hein. Il n'y a rien à faire. C'est très vite. Il faudra plus d'aller écouter les médicaments et les stocks. Moins de stocks disponibles.